Mais ce qu'il a envie d'être, c'est le président de la République. Ne nous trompons pas. Lisez entre les lignes. Et aujourd'hui, est-ce qu'il sera président de la République aujourd'hui en accord? Vous savez, le handicap majeur du professeur Djogbenou, c'est la façon dont il a été parachuté à la tête de l'UPR. Quelle est sa posture, lui, par rapport au professeur Djogbenou? On n'en sait rien du tout. Non, ça c'est un travail de laboratoire. Qu'est-ce que vous que Ordiane Aladaté ne peut pas être président, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle? Mesdames et messieurs, chers amis du bout des ondes, bonjour et bienvenue dans cette émission Free Speech. Nous allons aborder au cours de cette émission la rencontre entre Maître Adrien Ngouedji, patron du PRD, et l'autre patron du bloc républicain. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui fait courir Joseph Djogbenou? Pourquoi autant d'allées-venues chez Adrien Ngouedji? Est-ce que le R de l'UPR est sur le point de tomber? Autant de choses qui retiennent l'attention des chroniqueurs de ce jour. Limogeage de Agonkan, l'ambassadeur de la République du Bénin près le Niger, a donc été limogé. Il a quitté son poste. Est-ce son intervention à Gaïa, il y a cela quelques mois, qui est à la base de ce limogeage? De toute façon, pour les analystes, cela n'aurait pas surpris plus d'un. On en parlera de long en large dans cette émission. Et puis, de l'autre côté, les langues se délient. Les lignes ont bougé. Élection générale de 2026. Les lignes bougent. C'est le thème de cette émission. Et pour discuter de tous ces sujets, j'ai les chroniqueurs maison déjà dans ce studio. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Adjiboutia. Bonjour à l'ami Reton. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent dans leur appréciation sur vos interventions. Voilà, votre verre est un peu noirâtre ce jour. C'est le signe d'une émission qui va donc beaucoup bouger les lignes, puisque là, les lignes bougent, on a dit dans le thème général de cette émission. Je vais dire bonjour à Landry Weton. Valentin Diboutia, bonjour. Bonjour Alphonse Moïse Soudé, vous me permettrez. Nous sommes à quelques jours de la fête de Pentecôte, aussi de la fête de Tabaski. Je voudrais profiter de ce plateau pour souhaiter une bonne fête à tous les Mahométans, mais aussi et surtout à tous les chrétiens qui reconnaissent la puissance du Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit, nous allons le recevoir le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que vos verres ont changé d'ailleurs de couleur. Hein? Oui, là, ça a passé du noir. C'est l'expression de ce que le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre dans chacune de nos vies. Voilà, avec la complicité de Josué, on verra si on pourra trouver des images où Adrien Ngouedji a reçu Maître Joseph Djogbenou. Mais pendant ce temps, Moïse Soudé, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'UPR? Non, écoutez, en politique, il ne faut pas encourager la soustraction. Il ne faut pas encourager la soustraction. Surtout pas à quelques... N'en déplaise aux détracteurs de Maître Adrien Ngouedji, le professeur Djogbenou veut nous démontrer qu'en politique, à la porte des échéances électorales, il vaut mieux opter pour l'addition et non pour la soustraction. Vous savez très bien que 2 fois de suite déjà, le Maître Adrien Ngouedji a pris position par rapport à ce qui se passe autour de nous. Il a toujours mis l'accent sur la relecture du code électoral, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés. Donc, mais ça, on a dit que c'est l'opposition qui lui a donné cette trompette, qui lui a embauché. Bon, c'est peut-être dire que Maître Ngouedji ne réfléchit pas, il réfléchit. Et je crois que... avec les jeunes, il a bien reprécisé que est-ce que là, l'aide de quelqu'un qui est en démence? Toutes les fois où j'ai dit, toutes les fois où Maître Adrien Ngouedji sort, ce sont des personnes sensées qui lui répondent. Et je n'en ai pas vu une seule qui soit venue sur un plateau pour répondre à Maître Adrien Ngouedji. Il a exprimé des appréhensions. Et je crois que si si le professeur Djogbenou va vers lui, c'est que forcément, on veut trouver une porte de sortie. Parce que Maître Adrien Ngouedji, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un classique de la politique. Et je dis, derrière Maître Adrien Ngouedji, il y a tout un bataillon. N'oubliez pas que nos frères et sœurs des plateaux et de Lemay se réfèrent
par rapport à Adrien Ngouedji. Donc si Adrien Ngouedji donne des consignes à ses militants de ces deux départements-là, c'est qu'il y aura hémorragie. Et aujourd'hui, l'UP n'a pas besoin d'avoir cette hémorragie-là. Donc depuis qu'on a lancé les concertations pour la désignation peut-être des éventuels duos qui pourraient représenter les couleurs de l'UPR, le professeur Jobénou, en tant que président, en tant que président de l'UPR, en tant que peut-être futur candidat, il est obligé d'aller à gauche et à droite pour colmater les brèches afin que son parti sorte grandi. Il n'a pas intérêt à ce qui est dissension aujourd'hui. Il veut fédérer toutes les énergies qui existent dans ce groupe-là. Et derrière Maître Adrien Ngouedji, ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils n'ont pas choisi leur camp. Derrière Maître Adrien Ngouedji, forcément, il y a des têtes fortes qui n'ont pas encore dit leur mot. Nous sommes en train d'aller vers la saison où les gens s'expriment, les gens ils mettent les pieds dans les plats, tant pis s'ils doivent perdre des postes. Alors, Landry Weton, d'aucuns ont dit que le PRD est quand même un poids plume à un moment donné, et que donc le PRD, même détaché de l'UPR, il y a encore près de 150 partis qui sont avec l'UPR, et donc il n'y a pas matière à se faire de soucis. Oui, que ceux qu'ils disent, qu'ils apportent la preuve de ce que le PRD soit un parti poids plume. Moi, je n'oserais pas le dire. Lorsqu'on connaît le pédigré de ceux qui ont dirigé ce parti et qui continuent de le diriger, je n'oserais pas. Pour ne pas être dans une posture néfaste, je ne le dirais pas. Et ce n'est même pas cela le cas. Que les projecteurs se mettent fréquemment sur Maître Adrien Ngouedji, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un parvenu en matière de politique ou en matière politique dans notre pays. Et lorsque le président Djogbenou, si vous le permettez, s'avance vers Adrien Ngouedji, c'est tout à fait normal que l'on puisse se poser la question de savoir ce qui se passe. Ce n'est pas un épiphénomène. Ce qui se passe à ce niveau, ce n'est pas un épiphénomène. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est la danse des gamètes. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles surtout. Et donc, c'est tout à fait normal que chaque acteur plausible candidat puisse s'armer de ces rencontres pour pouvoir s'édifier dans l'arène politique. Et donc, pour moi, il n'y a pas de problème à ce que Maître Adrien Ngouedji soit sous les feux des projecteurs. Et ce n'est pas non plus un épiphénomène, comme je le disais, que Djogbenou aille vers lui. Et donc, lorsqu'on rentre dans le fond même de cette démarche, et moi j'ai ouï entendre, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu un élément, un support visuel ou audio démontrant que le professeur Fifame Joseph Djogbenou est candidat aux élections présidentielles de 2026. Des gens, j'ai eu à entendre qu'il est candidat, lui-même, qu'il serait. Voilà, c'est normal de le remettre au conditionnel. Et donc, pour moi, j'attends plutôt de voir ou d'entendre l'intéressé nous dire officiellement, un peu comme l'autre qui est aussi actif sur les réseaux sociaux, l'a balancé. J'attends de voir si Fifame Joseph Djogbenou est candidat. Et donc, c'est pour affûter peut-être ses armes. Est-ce que nous sommes en train de partir pour les primaires au sein de ce parti? Encore qu'on ne sait pas si le parti est toujours en bloc, parce que vous l'avez dit à l'entame de votre introduction. Est-ce que le R de l'UPR est toujours rattaché à ce parti? On n'en sait rien du tout. Mais toujours est-il qu'à l'heure où nous en sommes, il faut le dire, l'UPR existe toujours. Quitte à ce que les responsables du PRD puissent faire une sortie officielle pour nous dire qu'ils ne font plus partie de ce bloc qu'est l'UPR. Donc, l'un dans l'autre, moi je trouve qu'il y a matière. Il y a matière à débattre sur la démarche du professeur Djogbenou par rapport à Maître Adrien Ngouedji, quand on sait que beaucoup d'autres personnalités, personnages influents, politiques de notre pays, ont fait aussi cette démarche-là en allant vers le Maître Adrien Ngouedji. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui a été dit? Moi, je ne suis pas dans le couloir de la maison du président Adrien Ngouedji pour savoir, mais j'ose croire qu'ils se sont dit des choses importantes, des choses intéressantes à la lumière de ce qui se prépare pour 2026. Voilà, et lorsque nous avançons dans ce débat,
Si éventuellement Adrien Ngwedji quittait l'UPR aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, personne n'a intérêt à ce que Maître Adrien quitte l'UPR. Je dis et je répète, Maître Adrien Ngwedji, c'est un poids politique. C'est une référence politique. Et quand vous voyez Fifame Djogbenou, professeur Fifame Djogbenou, en train de faire le tour, non, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Il sera candidat. Il ne peut pas faire tout ça là et céder la place à quelqu'un d'autre. Avec la bénédiction de qui? Ne nous trompons pas. Ce qui est sûr. S'il y a, concertation... Oui, sommes-nous déjà dans les primaires? Parce que si primaire, lorsqu'on écoute Benoît Degla, il n'y aura pas de primaire. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Landry, il ne faut pas que les Béninois se trompent. Vous voyez, au niveau du BR, le ministre Biol Abrabia Chane, il est fort clos. Donc les jeux sont clairement définis. Ouais. Vous ne pouvez pas dire au professeur, suivez un peu la carrière politique du professeur Djogbenou. Oui. Ce qui lui reste, c'est peut-être être président de l'Assemblée nationale, mais ce qu'il a envie d'être, c'est le président de la République. Ne nous trompons pas. Lisez entre les lignes. Et aujourd'hui, est-ce qu'il sera aujourd'hui en accord? Vous savez, le handicap majeur du professeur Djogbenou, c'est la façon dont il a été parachuté à la tête de l'UPR. Déjà, la façon dont il a été... Non, je dis la façon dont il a été... C'est un élément d'analyse qu'il faut pas Il a été parachuté à la tête de l'UPR en défaveur du Renard de Diakotomé qu'on a contraint à la retraite politique. Disons les choses clairement. Et si ça se passe comme ça, est-ce qu'au sein de l'UPR, le professeur Djogbenou a une certaine assise? Parce que si on doit parler de primaire et qu'on doit jouer franc jeu, ce n'est pas évident qu'il soit parmi les favoris. Parce qu'il n'y a que ça bouge. J'ai dit à tout le monde, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas dans l'UPR qu'on chante le même refrain. Attention. Donc aujourd'hui, il est en train de fédérer autour de lui toutes les énergies. Parce que si on lance les primaires, ce n'est pas évident. Mais vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est chef de parti politique, remplissant les conditions pour être candidatable, de ne pas nourrir cette ambition. Le professeur Djogbenou, vous savez, il a été député, président de la commission des lois, il a été président de la Cour constitutionnelle, et finalement... il a été ministre de la Justice. Il a été ministre, maintenant on l'a parachuté à la tête de l'UPR en tant que premier responsable du parti. Si on doit parler de candidat, on parlera de lui en première personne. Et il nourrit cette ambition-là. Si aujourd'hui il y a un Béninois qui croit que le professeur Djogbenou nourrit plus l'ambition d'être candidat, ce Béninois-là se trompe. Maintenant, ça va dépendre. Est-ce qu'il a la bénédiction du chef? Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, il est en train... Il veut se révéler contre le chef. Il est en train de s'attirer les faveurs des personnes qui pourraient exercer une certaine influence dans le choix. Si Maître Adrien Ngwedji demeure membre de l'UPR, il va forcément exercer une influence sur la désignation du candidat. Le doyen, comment on l'appelle, Amousso Bruno, va exercer une influence. Ne nous trompons pas. Donc, il y a des personnes... Mais à vous écouter, avec tout ce qu'il y a eu comme bobo, vous êtes sûr que le doyen Amousso va donner son aval à... C'est-à-dire que je n'ai pas dit qu'il va donner son aval, il va exercer une influence. C'est-à-dire que l'influence peut être en faveur de Djogbenou ou bien en défaveur de Djogbenou. Donc, aujourd'hui, il fait tout ça là. Ce n'est pas seulement Maître Adrien Ngwedji, il est allé voir Maître Ngwedji, mais il est en train de faire des tournées pour se montrer aux populations. Donc, je dis, on est déjà dans le droit chemin. Il veut être candidat à la présidentielle de 2026. Ne nous trompons pas. Donc, au sein du parti, il y a d'autres personnes capables. Oui, c'est là où je voulais en venir. Il y a d'autres personnes. Il y a des noms qui ont circulé. Quand vous regardez bien au niveau de l'UPR, on parle du professeur Djogbenou, on parle du ministre Ouadani. Il y a d'autres personnes. Donc, je dis, on ne peut pas me dire qu'il va faire tout ça là pour ne pas être candidat. Il est en train de faire sa tournée. Il est en train de peser. Est-ce que si je suis candidat, est-ce que j'aurai votre soutien? Parce qu'aujourd'hui, le Maître Adrien Ngwedji n'a pas encore dit son dernier mot. Il a exprimé des inquiétudes. Vous savez, dans son intervention, il tient à la relecture du code électoral. Est-ce que le professeur Djogbenou, avec ses députés, vont accepter, accompagner Maître Adrien Ngwedji dans cette réforme? Parce que Maître Adrien Ngwedji, si les conditions qu'il pose ne sont pas satisfaites, est-ce qu'il va accepter revenir dans l'UPR? Est-ce qu'il va accepter continuer de militer dans l'UPR? Donc aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Si le professeur Djogbenou arrive
à convaincre. Parce qu'il n'est pas le seul. Vous l'avez rappelé, Boni Yaye est passé par là. Beaucoup d'autres personnes sont passées par là. Il y a ceux qui vont chez lui, nuitamment, que les caméras ne voient pas. Les Nicodèmes. Les Nicodèmes. Donc, il n'y a que, aujourd'hui, c'est comme, vous allez sortir l'espèce, c'est la danse de jamais. Et quand vous regardez, entre l'UPR et le BR, est-ce que vous voyez ce mouvement dans le BR? Parce qu'aujourd'hui, comme Biya Tchane n'est pas candidat, les autres ont la possibilité de faire un travail sous-marin et de désigner le candidat. Faire les primaires. Il serait difficile quand vous êtes responsable d'un parti politique, qu'au moment de la désignation, que vous ne figurez pas sur la liste. C'est une humiliation pour vous. C'est une humiliation. Que vous savez Non, ce n'est pas. Je crois que ce n'est pas parce que vous êtes président d'un parti que forcément vous êtes candidatable. Il n'était pas venu à l'UPR pour se balader. Il est venu avec une mission bien précise. Il est venu. Il n'était pas venu pour diriger l'UPR. Non, c'est vous qui lui donnez cette mission peut-être. Nous sommes des lecteurs. Nous sommes des lecteurs. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on aille dans le fond du débat en exposant ce qui peut amener Maître le professeur Fifame, Joseph Djogbenou, à penser qu'il peut être candidat représentant le parti, l'UPR ou le représentant toute la mouvance. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'au fait, le fait de l'avoir déposé en tant que président du parti lui donne le plein droit de penser qu'il est celui-là, le premier à pouvoir être candidat. Il n'est pas venu là pour se balader. Regardons un peu le pédigré de tous ceux-là qui sont aujourd'hui des ténors de ce parti-là. Je vais vous en donner un aussi. Allons-y. Victor Tokpanou. Ne peut-il pas être candidat? Victor Tokpanou... Je ne sais pas. Je ne connais pas son âge. Je ne connais pas son âge, mais j'ose croire qu'il remplit les conditions aussi pour être candidat. Et lorsque nous avançons, il y a forcément d'autres qui sont susceptibles d'être candidats. Mais pourquoi penser que parce que Maître Djogbenou va vers le président Adrien Mbedi, que c'est déjà dans cette démarche qu'il s'inscrit parce qu'il veut être candidat? Je voudrais qu'on note... Qu'est-ce qui l'empêche d'être candidat? Non, qu'est-ce qui l'empêche? Vous l'avez dit, Moïse, vous l'avez dit. Est-il aujourd'hui en phase avec la majorité au sein de ce parti pour prétendre être candidat? J'en sais rien du tout. Il est le président, le chef d'orchestre. Écoutez, vous êtes le chef d'orchestre. Ce n'est pas non plus évident que l'on vous confère le droit de décider de tout ce qui va être fait au sein de ce parti. On a dit sur ce plateau qu'il faut que les gens aillent aux primaires. Mais l'histoire est en train de nous donner raison que nous ne pouvons, qu'ils ne peuvent pas y aller parce que il y a un problème à l'intérieur de ces partis politiques, surtout au niveau de l'UPR. On a vu cette friction au niveau de l'UPR. Il y a que tout ne se dit pas de façon coordonnée. Excusez-moi, vous avez reçu sur ce plateau le président de la commission des lois, qui est député UPR, Orden Aladatin, qui est venu nous dire qu'il n'y aura pas de lecture, de relecture de ce code-là. Et donc, c'est pour vous dire déjà qu'il n'est pas forcément en phase avec Maître Adrien Mbedi. Et c'est vers lui que le professeur Djogbenou s'en va. Est-ce pour aller dire au professeur, à Maître Adrien Mbedi de laisser tomber ou de le soutenir, ou de soutenir lui, Djogbenou, dans sa démarche d'être candidat? Je n'en sais. Tout semble être, nous sommes dans un pénombre terrible. Et moi, je crois qu'il faudra éclaircir tout cela. Et que les dirigeants, parce que l'autre, quand il est passé sur le plateau, il vous a dit qu'il n'est pas venu parler au nom de l'UPR. Il est venu en tant que président de la commission des lois. Et ce que la commission des lois a dit, il est venu nous relater cela sur ce plateau. Quelle est sa posture, lui, par rapport au professeur Djogbenou? On n'en sait rien du tout. Non, ça c'est un travail de laboratoire. Qu'est-ce que vous dites que Orden Aladatin ne peut pas être président, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle? Ne remplit-il pas les conditions? N'est pas à la tête de l'UPR pour arroser les fleurs. Djogbenou n'est pas à la tête de l'UPR pour arroser les fleurs. Il nourrit des ambitions politiques. Pour ceux qui ont suivi la carrière politique de Djogbenou depuis 2014, il nourrit des ambitions politiques. Il veut être candidat. Il veut être candidat. Je ne dis pas voudrait, il veut être candidat. Vous l'affirmez. Oui, présidentielle. Parce que en off, nous rencontrons les hommes politiques. Bien sûr. Et dans l'UPR, pour ceux qui ne le savent pas, Adrien Mbedi est à la tête d'un courant. Forcément. Le professeur Victor Tokpanou est à la tête d'un autre courant. Et chacun fait ses rencontres chez lui. Et comment on appelle, Djogbenou aussi est à la tête d'un courant. Il y a d'autres courants qui bientôt vont faire surface. Et quand le candidat, si ce candidat n'arrive pas à fédérer tous les
tous les courants. Parce que lui, vous savez, quand on est à la tête d'un parti politique, on se dit candidat naturel de ce parti politique-là. Cette lecture-là, on doit la faire. Maintenant, est-ce que dans le choix des duos devant représenter l'UPR, est-ce que vous êtes cheval partant? C'est là l'autre réalité. Maintenant, il discute avec les gens pour arrondir les angles. Parce que Maître Adrien Goumoudi n'a pas encore renoncé à ses appréhensions. Et vous avez suivi le professeur Victor Topankou dit on ne m'a pas suivi dans la sanction qu'on a prononcée sur le CA de Glodiguel. Il y a d'autres choses qu'on reprochera au parti. Et au sein de cette partie-là, il y a, comment on appelle, un silence qui ne dit pas son nom, qui bientôt va se révéler au grand jour. Donc, Maître Adrien Goumoudi fait tout pour, j'ai dit, le professeur Djobonou fait tout pour aplanir les difficultés. Maintenant, si on doit faire les primaires, parce que c'est quoi? Si on ne trouve pas un mécanisme pour désigner le duo devant représenter l'UPR, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore choisir au pifomètre des personnes sans impliquer les membres du parti. Parce que il y a des militants. Les conséquents seront lourdes. Là, nous sommes en train d'aller vers une scission si on ne sait pas faire de l'UPR. Parce que là, au niveau même des primaires, il peut y avoir bobo. J'ai parlé de friction tout à l'heure. Parce que là, lorsqu'on écoute, par exemple, ce qui a motivé à ce qu'on maintienne les 20% au niveau, n'est-ce pas, national et tout, il y a aussi cet argument qui est sorti, vous vous rappelez? Oui, il y a cet argument qui est sorti. Le président de la commission des lois l'a dit sur ce plateau. Il ne peut même pas être ici ex nihilo. De toute façon, sur sa casquette, on peut lire aussi l'UPR d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas. Alors, est-ce que ce risque-là n'est pas grand? Ce risque de scission au niveau de ces grandes formations? Nous en sommes déjà presque. Nous en sommes déjà presque. Je le dis comme ça, en m'inscrivant dans la dynamique du développement de Moïse. Nous en sommes déjà. Il a exposé, il a dit ce que je ne voulais pas dire. Oui, il a osé dire ce que je ne voulais pas dire. Les frictions sont déjà là, les clans sont déjà là. Et ce n'est pas pour le bonheur de ce parti-là. Il y a le clan Topanou qui est là. Il y a le clan Adrien Mbedi qui est là. Il y a le clan Djobenou qui est là. Et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui le temps ne joue pas contre on n'a pas encore le camp de mon cher ami Wambé Bla. Ah bon, qui s'est terré depuis un certain temps, qui ne parle pas. Lui, on l'a envoyé au silence. Il ne parle pas et on ose croire qu'il parle. Il y a un certain nombre de députés comme ça qu'on a désactivés. Il faut vous taire pour l'instant parce que là, apparemment, leur parole dérange. C'est peut-être dans la dynamique du parti. Mais moi, je dis aujourd'hui, est-ce que la posture qu'adopte le professeur Djobenou l'arrange? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire tout cela avant qu'on ne soit dans l'œil du cyclone aujourd'hui, parce que nous sommes dans la tourmente déjà, il faut le reconnaître. C'est en octobre. Je ne sais pas, je pense que c'est le 17 octobre. Est-ce que là encore, 2025 qu'on doit avoir le duo? Et j'aurais souhaité quand même qu'on aborde ça. Est-ce que là encore c'est Talon qui joue le jeu? Parce que là quand on a écouté Benoît Degla, c'est pour ça lorsque vous parlez de chef d'orchestre, je rappelle les propos de Benoît Degla sur l'émission où on était allé l'enregistrer, où il disait que le chef d'orchestre c'est Talon. Forcément. Pour l'UP, pour le BR, pour les autres partis qui sont accusés. Non, on n'a jamais dit. Maintenant, est-ce que l'acte de Joseph Djobonou n'est pas un peu de la rébellion parce que là, il n'a pas attendu le temps pour lancer. Je vais vous dire ce qui va se passer. Tout le monde sait que le chef d'orchestre de la mouvement, c'est le chef de l'État, Patrice Talon. Alors, quel sera son rôle dans tout ça? Si lui l'engage, non, il laisse les ambitions s'exprimer, il laisse les gens se tacler, il laisse les gens s'affronter, jusqu'à ce que le plus fort, il observe, il sait que au sein de ces partis-là, il y aura Gbagban. Et s'il sortait un candidat qui n'est ni l'un ni l'autre? Non, mais avant qu'il ne sorte son candidat, c'est que les gens se seraient déjà affrontés. Et si nous importait un candidat comme en 2015? Non, j'ai dit, voilà la réalité. Quand on nous a importé un candidat en 2015, qu'est-ce que ça donne? Vous pensez que ça n'est pas possible, la réalité aujourd'hui, j'ai dit, les gens sont dans un parti, on cultive l'omerta. C'est-à-dire que certains appelleraient ça discipline de groupe. Mais la réalité, c'est sur le terrain. Quand, j'ai dit, je pars en 2015, quand le président Boni Yayi, contre toute attente, a choisi Zinsou, nous avons vu dans les premiers instants un certain nombre de classiques de la politique de la mouvement d'alors accompagner le choix de Zinsou. Mais un mois après,
les langues se sont déliées et chacun a pris son chemin. Certains sont allés vers le président Talon, d'autres sont allés vers le plateau économique Sébastien Adjabon. On a vu la suite. Et même avant ça, il y avait déjà des remous à l'intérieur. Il y en a qui n'étaient pas d'accord pour le choix de Lionel Zissou, qui ont fait semblant, comme vous l'avez dit, et qui ont dit qu'ils auraient souhaité que ce soit comme écoutier. Vous vous rappelez? Et que c'était lui. Quand avec son affaire de 40 ans, moins d'un. Bref, et donc l'un dans l'autre, c'est pour dire ce qui se passe actuellement, c'est un cliché que nous avions vécu. Et on n'aurait pas souhaité que cela arrive parce que, au fait, le problème de l'UPR est un problème très sérieux. Et que eux-mêmes, je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qui se passe à l'intérieur de ce parti-là. Puisque nous venons ici critiquer ce qui se passe. Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ça s'effrite autour d'eux? Ils savent très bien. S'ils ne savent pas, là c'est le déluge. Ils savent très bien. Ce qui est sûr, j'ai dit, j'ai dû répéter, n'en déplaise à ceux qui vont croire le contraire, beaucoup sont entrés en politique sans conviction. Et au moment où d'exposer les convictions arrivent, ils font les murs. Là où nous sommes aujourd'hui, le chef de l'État a besoin de quelqu'un de compétent, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de docile. Parce que... De loyal. De loyal. Il y a de docile. Il y a des chantiers qui sont ouverts. Il y a d'autres qu'on est en train d'ouvrir. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui, une fois au pouvoir... Vous savez, prenez le cas de l'Angola. J'ai dit, suivez le cas de l'Angola. Le chef de l'État qui était là a choisi son dauphin, a fait campagne pour son dauphin. Le dauphin a été élu. Mais les premières personnes auxquelles il s'est attaqué, c'est qui? C'est ceux de la famille présidentielle. Donc je voudrais que... Il faut qu'on fasse attention. Il faut dire que les hommes politiques, ceux qui se sont tués dans les partis, chaque parti, que ce soit les grands partis, c'est-à-dire l'UPR, le BR, les démocrates, ils doivent tout faire pour qu'on passe forcément par les primaires. Sinon, le bureau politique national va imposer un candidat, ou bien le géniteur naturel va dire, maintenant vous vous êtes battu, vous vous êtes déplumé, je constate qu'aucun de vous n'est capable de me remplacer. Par conséquent, je vous... Parce que... S'impose. Quand je vous impose, et qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi je me réfère chaque fois à l'article 40. Si vous refusez de donner votre parrainage pour mon duo à 180 jours, si je n'ai pas votre parrainage, c'est-à-dire que pour la confection des listes, pour les municipales, ou les législatives, je vous botte à la touche. C'est aussi simple que ça. Donc ceux qui ont une ambition de maintenir leur mandat de député ou de maire, vont banalement remettre. Ceux qui vont jouer aux rebelles, ils vont tout perdre. Mais ils peuvent aussi gagner ailleurs. Ils peuvent gagner ailleurs. Ils peuvent être rebelles ici et gagner en notoriété. Mais une fois que vous avez été là-bas, les ouvriers de la 25e, c'est pas évident. Ah, mais on a vu des gens qui critiquaient Patrice Talon jusqu'en 2016 et qui sont aujourd'hui dans le système à la présidence. S'il y a des gens qui veulent conserver leurs avantages politiques, leur avenir politique, ils ont intérêt à commencer par réfléchir parce que on a jusqu'à du mois de juillet pour parler de relecture du code. Au-delà de ce délai-là, on ne parle plus de relecture du code. Et les candidats, les duos seront déposés, il faut déposer les listes en octobre. Il faut dire que maintenant que les gens commencent par parler. Parce qu'il y a d'autres candidats, je ne sais pas pourquoi. Les gens ont peur pour dire, je vais être candidat. Non, au moins, il y a des... Je sais que au-delà de ce qu'on voit sur les caméras, comme vous l'aviez rappelé, il y a des concertations qui se font nuitamment. Oui, mais il y a candidat à la candidature. Voilà, il est candidat à la candidature. Du BR. Une chose est d'être candidat à la candidature, une chose est d'être retenu comme candidat. Est-ce que le silence aussi au niveau du BR n'est pas synonyme d'un malaise? Non, ce grand silence. Je ne crois pas. Il n'y a pas autant de tumulte au sein du BR qu'au sein de l'UPR. Parce qu'au sein de l'UPR... Il y a trop de gros morceaux. Non, au-delà... Non, au sein du BR, il y a aussi des gros morceaux. Barthélémy Kassa, c'est de gros morceaux au niveau du BR. Il faut pas... Vous voyez, Kassa, candidat... Non, vous parlez des gros morceaux. Les gros morceaux ne sont pas forcément des candidats à la candidature. C'est pas forcément... Non, mais c'est des gens qui ont un poids au sein du parti. Il y en a au sein du BR. Et ce n'est pas parce que le président Abdoulaye Biot Tchané est aussi conciliateur que ça ne parle pas. Les gens s'attendent de voir. Mais l'enfant récalcitrant de la maison, c'est l'UPR.
Je le dis comme ça parce qu'il y a trop de clivages. Je ne sais pas combien de blocs, nous, au sein du bloc républicain, là, il y a combien de factions, de clans, machin. Mais l'autre chose que je voulais demander, peut-être que vous allez m'éclairer, mais pourquoi il n'y a que 2 au sein de ce parti-là qui prennent publiquement la parole et qui parlent? Je parle du président de la commission des lois, Orden Alanatin, et je parle du président de truc là, Fifame et Joseph Diogbenou. On a vu Diego la dernière fois sur une émission. Non, Diego c'était sur un plateau, c'était chaud là, ce n'est pas aussi... Il a fait l'exercice tant bien que mal. Avec l'autre du BR, Amar Gansé. Amar Gansé aussi qui s'est battu bec et ongle, hein. Ça n'a pas été facile. Non, c'est pour dire ce qui est en train de venir, c'est... Je ne voudrais pas croire que ce parti-là volera en éclats. Et le géniteur naturel, comme l'a dit, Moïse viendra au secours. Au secours pour calmer les ardeurs des Quand tout le monde se dit à déplumer. Est-ce que ce n'est pas la parole de Patrice Talon qui fait courir les gens? Il a dit quoi, le président? Ni quelqu'un de mon clan, ni quelqu'un autour de moi ne serait candidat, n'est-ce pas, aux élections présidentielles. Est-ce que ce n'est pas ce propos de Patrice Talon qui fait courir Joseph Diogbenou? Non, rassurez-vous une chose, hein. Le président Patrice Talon, il a déjà dans sa tête son duo. Et en disant ça, ce qui se passe là, c'est qu'on a ouvert la boîte de Pandore, la guerre des gladiateurs. Chacun va vouloir dire, je suis candidat naturel, je suis dauphin naturel, parce que depuis 2016, je me suis battu pour que la rupture se donne une certaine visibilité. Il a dit pourquoi c'est les deux là, c'est le titulaire sans suppléant. Mais là, la question qui se pose, Moïse, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a promis à Diogbenou pour le mettre à la tête de l'UPR? Parce que là, on l'a véritablement imposé à la tête de l'UPR. Mais oui, donc c'est pourquoi je dis à Landry qu'il n'est pas venu à la tête de l'UPR pour arroser les fleurs. Il est venu. Vous savez, quand il a voulu entrer en politique, on l'a mis à la 16e. Hein? À la 16e, vous avez, il a été élu sur le fil du rasoir. Elle était dure. Parce que dans la 16e, il y a des gros morceaux. Et là, ça a déjà montré que, politiquement, il n'est pas bien assis. Donc, il était à la tête de l'UPR pour se donner une certaine image politique. C'est le seul poste qui lui donne la possibilité c'est le seul poste qui lui donne la possibilité de parcourir les 77 communes. Parce qu'il va dire, je vais installer les cellules, il va se présenter. C'est le seul poste où il peut faire cette tournée-là. Maintenant, il est en train de faire la tournée. Est-ce que dans le cœur des militants UPR, il a une place? Parce que si le chef a dit, je ne suis pas de nature à promouvoir mes proches, mes amis. Les personnes de mon clan. Et cette phrase-là, est-ce que c'est vrai que ça joue un rôle? On veut forcer la main au chef de l'État. On veut montrer au chef de l'État que si vous faites le contraire, c'est que vous aurez remis en cause la réforme du système partisan, parce qu'on a dit que... Le chef de l'État, il est membre de leur parti? Il est membre de deux partis. On ne va pas ouvrir ce débat-là. Mais je dis aujourd'hui, c'est Diogbenou qui s'exprime, qui sort, nous ne nous trompons pas. Tout ce qu'il fait là, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est pour se donner... coûter cher aussi. Mais ça peut coûter cher. C'est pour se donner... Moïse, ça peut le coûter cher. Très cher. En réalité, c'est ça, quand les gens se sont tués. Parce que quand on parle de courant au sein du BR, le bien ne fait pas de bruit. Le bien ne fait pas de bruit. Et le bruit ne fait pas du bien. Donc que le charisme... il faut le charisme. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui bientôt vont sortir leur tête de l'eau. Et tout le monde sera d'accord, tout le monde sera unanime que celui-là, il peut faire le job. Il peut faire le job parce que, au-delà de vos ambitions politiques, il faut avoir les compétences. Absolument. On ne se lève pas pour dire qu'on va diriger un État. Il faut un homme. Surtout un État comme le Bénin. Parce que le professeur Diogbenou, vous savez, il y a de ces phrases assassines qu'il avait sorties qui le rattrapent. C'est-à-dire qu'il y a versatilité dans ses propos. Les gens se disent, mais si nous confions l'État à ce monsieur-là, est-ce qu'il sera vraiment... Il pourra faire le travail parce qu'il faut avoir un certain charisme, il faut avoir une certaine rigueur dans ce que l'on fait pour diriger un État. Mais il revient aux membres de l'UPR de prendre leurs responsabilités parce que ce qui va se passer, c'est comme l'UBF, c'est comme la FCBE. C'est-à-dire que quand le chef de l'État, Patrice Talon, va partir, ça va capoter. Il y aura plusieurs courants. Peut-être le R va partir, peut-être le PIA. Le R est presque... Il va rester le U. Parce que les gens sont dans le parti, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Patrice Talon, il est encore là. Il a la possibilité encore de distribuer des postes de responsabilité. Il peut nommer des ambassadeurs. Donc les gens sont tranquilles, se disent, peut-être jusqu'à la veille de son départ, j'ai encore la chance
d'être promu à un poste de responsabilité. Comme Yahi l'avait fait entre-temps, à 2 semaines de son départ, il a nommé des ministres. Donc, j'ai un ami, Valentin, quelque chose, là, je ne me rappelle plus son prénom, au ministère des Finances, qui a été promu ministre pour 2 semaines. Moi, je voudrais juste souligner que moi, il y a une personne qui se retrouve vraiment en difficulté dans cette histoire. C'est qui? Ce n'est pas Djogbenou, ce n'est pas Victor Tokpanou, ce n'est pas Adrien Ngouedi. Pour moi, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui se retrouve, selon moi, qui se retrouve devant une équation à multiples inconnus. Qui choisira-t-il pour 2026 afin d'assumer dans la continuité ses acquis? Vous êtes sûr que le chef de l'État n'a pas encore choisi son duo? Vous êtes sûr? C'est justement ça le mais problème. Choisir pour choisir, non, choisir pour rester dans la continuité. Pour ce vous avez donné l'exemple de l'Angola, de la RD Congo et tout le reste, de l'éclatement de l'UBF. Est-ce que l'objectif est de continuer dans la dynamique du système partisan en gardant intact ces différents partis créés pour accompagner les actions du chef de l'État pendant ces 2 mandatures, ou c'était juste parce qu'on voulait plaire à la population, créer quelque chose comme là? Non, je crois que l'objectif du chef de l'État est que l'on reste dans la dynamique du système partisan et que l'on puisse continuer avec les acquis. Il y a des choses qui seront remises en cause peut-être par celui qui viendra, et il y en a qui resteront des acquis, quoi qu'on dise, il ne faut pas qu'on se leurre. Maintenant, qui est celui-là que nous ne voyons pas encore peut-être dans l'arène? Nous-mêmes, en tant qu'analyste politique, on se pose cette question. Oui. Quel que soit celui qui sera élu président de la République du Bénin en 2026, il y a des acquis qui, naturellement, il va les conserver. Forcément. Mais il y a d'autres, il va bousculer. Même si c'est le fils du chef de l'État qui vient, il y a des choses ce qui n'est pas évident. Qui va bousculer. Pourquoi c'est pas évident? C'est pas évident. Pourquoi? Je dis, il y a des choses... Bon, écoutez... Ni personne de mon clan, il est du clan. Non, on ne va pas prendre au premier degré. Le discours là... On ne va pas prendre au premier degré ce qu'il a dit. On peut avoir dit, ni personne de mon clan, ni personne de mon truc. Et au dernier moment, on va se raviser parce qu'on a déjà eu ça. J'aviserai donc. Et on s'est rendu compte que le bon joker se trouve dans le clan, le bon joker se trouve dans la famille, le bon joker c'est un proche. Donc on est obligé de dire à ce que j'avais dit, mais si je faisais ça, le système partisan il n'a pas juré de cette parole-là sur la Constitution. Même si jurait, rien ne l'oblige à respecter sa parole. D'une façon ou d'une autre. On est en politique. Et lorsqu'on parle, on parle. Depuis, il y a un autre joker qu'on ne cite pas, Romy Alwadahi. Oui. Voilà encore quelqu'un qu'on ne cite pas qui est resté là. Est-ce que ce n'est pas lui qui est le docile? Est-ce que ce n'est pas lui le loyal? Est-ce que ce n'est pas lui qui est dans la continuité? Ce n'est pas qu'on ne cite pas Wadahi. Oui. Mais il ne s'agit pas. Est-ce que Wadahi, est-ce que Djogbenou sont dans le cœur des membres de l'UPR? Est-ce que c'est ça qui est la grande interrogation? Est-ce que ce n'est pas la bénédiction du chef? Je vais vous dire. Est-ce que ce n'est pas l'onction du chef? Le chef peut les choisir. Est-ce que le silence de Wadahi... Le chef peut les choisir. Quitte à ce qu'il échoue, il y a des personnes, j'ai dit que j'ai vu dans une circonscription électorale ici, quelqu'un qui a battu campagne contre le candidat de son parti. Parce qu'il dit, je ne suis pas d'accord de la façon dont il a été désigné. Et c'est pratiquement ce qui va se passer. Est-ce que le ministre des Finances, la guerre du du point de vue de compétence, je ne lui reproche rien, est-ce que le ministre Wadahi, est-ce que le professeur Djogbenou, est-ce qu'ils sont dans le cœur des membres de l'UPR pour que ceux-là aillent sur le terrain? Ce qui est sûr en 2016, je me rappelle, ceux qui ont battu campagne contre Djessou, ce n'est pas seulement les gens de l'opposition, mais c'est également la moitié des gens. N'entendez pas la chanson ici. C'est la moitié des gens de la mouvance, même si n'entendez pas la chanson là ici. Ils viennent porter ce candidat. À voir vrai, c'est que là, on est en train d'aller vers un schéma où, si le chef ne sait pas faire son casting, il aura contre lui les membres de l'opposition, mais contre lui également les membres de la mouvance. Et ça, c'est le risque que nous sommes en train d'encourir, puisque là, il est normalement temps qu'on commence par voir poindre de l'océan le candidat de... Nous sommes à moins d'1 an des élections. Nous sommes déjà en juin. Oui, nous sommes à moins d'un an. Nous ne sommes pas moins d'1 an. Le dépôt des candidatures, c'est en octobre. Le 17 octobre, je crois, pour être plus précis. Pratiquement, disons,
3 mois. 3 mois, nous Oui, sommes à 3 mois, voire. le dépôt, C'est 180 jours avant. Mais ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire parce que qui voulons-nous choisir comme président de ce pays Moi, quand on ne connaît personne pas mieux? Non. Et lorsque vous vous approchez aussi de ceux de l'opposition, ils vont vous dire qu'ils sont aussi dans la dynamique puisque connaissant l'adversaire, ils ne veulent pas dévoiler leur candidature maintenant. Et puis on est dans un flou artistique. Hein. Je vais lire l'alinéa 3 hein, de l'article 40. L'alinéa 3 de l'article 40 nouveau qui dit ceci. 180 jours avant la date du premier tour pour l'élection du duo du président de la République et du vice-président de la République. Donc, on doit connaître le candidat 180 jours avant. Oui. Et donc là, nous sommes en train d'approcher la date butoir, mais jusque-là, rien ne pointe à l'horizon. Et je voudrais quand même que nous puissions boucler ce débat, ce premier round. Qu'est-ce qu'on retient finalement hein, de Diogbenou? On retient que nous sommes tous dans un flou artistique. Le flou continue. Oui, le flou continue et qu'il maintienne le flou. Mais comme le dirait l'autre en son temps, le peuple va aviser. Mais en tant que président, lorsqu'il sent qu'un membre est en train de se casser, est-ce que ce n'est pas de son rôle d'aller souder le membre qui se casse? Ce que nous pouvons retenir, c'est que le professeur Diogbenou sera candidat. Et en tant que responsable du premier parti, il se dit c'est naturel qu'il soit candidat. Mais est-ce que dans le cœur des membres de l'UP, est-ce que dans le cœur du chef de l'État, est-ce que dans le cœur de la mouvance, les gens veulent qu'il soit candidat? Non. Si les gens ne sont pas d'accord et qu'on force, le chef de l'État n'a pas intérêt à forcer un duo. S'il force un duo, la réalité c'est sur le terrain. Parce que les gens, ça sera leur candidat. Vous savez que les vraies campagnes électorales se font la nuit. Donc les gens vont dire au saut de la journée et la nuit, ils vont tout gâter. On va se rendre compte que le phénomène de 2015 avec la FCBE, c'est reproduit avec la André a dit de ne pas chanter le morceau. Non, il ne faut pas chanter ça. Ne chantez pas le morceau. Voilà. Et donc, on va évoluer dans ce débat. On va donc marquer une pause et suivre cette intervention de Daniel Eda qui, depuis quelque part, dans la commune d'Abomey-Calavi, a annoncé sa candidature. Suivons Daniel Eda. Je me présente à l'élection présidentielle avec une vision politique et un projet de société inspiré de la vision pour instaurer une gouvernance inclusive, pour construire l'économie de production et de transformation et pour tourner la page des vieilles querelles. Je m'engage à garantir à tous les anciens présidents de la République ainsi qu'à tous les anciens présidents des autres institutions de la République le respect dû à leur dignité et à leur rang. Je m'engage à œuvrer pour la libération des détenus politiques, pour le retour digne et sécurisé des exilés et pour la prévention de toute nouvelle vague d'arrestation ou d'exil politique. À ceux qui détiennent le pouvoir de parrainage, je vous tends la main. Une main de dialogue et de responsabilité. Parrainer la candidature de Daniel Eda, ce n'est pas simplement soutenir un homme, c'est choisir un chemin pour le pays. Voilà, Daniel Eda, Landry Weton. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? C'est comme quand l'ange Gabriel est venu annoncer la naissance de Jésus. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? C'est là la grosse question. Il est de quelle formation politique? C'est son parti. Il a dit à la fin, nous le ferons. C'est cela son parti. C'est un nouveau parti? C'est un parti qui, moi, me laisse un peu sur ma faim. Parce ça a été enregistré? Je ne saurais vous le dire puisque je ne suis pas membre de ce parti. Je suis journaliste et si je m'en tiens à ce que l'honorable Orden Aladante, président de la commission des lois, est venu nous dire sur ce plateau, je ne sais pas si son parti a été inscrit comme étant un parti de l'opposition, puisque je me rappelle l'avoir vu lors des cérémonies de la mise sur fonds baptismaux du cadre de concertation de l'opposition, il y était, et son parti a souscrit aux idéaux de ce cadre de concertation. Est-il toujours opposant ou bien il est assis entre deux chaises? Je ne sais vraiment pas et quelle est sa posture aujourd'hui. Mais je voudrais déjà, si vous le permettez, lui décerner un satisfecit.
d'avoir eu le courage de parler, de dire qu'il est candidat. Maintenant, comment ça va se faire? Il n'y a que lui. Comme le dirait l'autre, si le magouillard a porté pantalon, c'est qu'il a une solution à sa queue. Et donc, pour moi, qu'il tende la main à ceux qui ont le parrainage, est-ce que, s'inscrivant dans la dynamique des idéaux de l'opposition, les membres de l'opposition, c'est-à-dire les démocrates, lui donneront leur parrainage, lui donneront leur parrainage. Mais là, pour être candidat, vous dites? parce qu'ils n'ont que 28 voix. Ils n'ont que 28 voix, ils ne peuvent pas parrainer deux candidats, deux duos. Il y a que, est-ce qu'il est dans la dynamique de pouvoir être le candidat des démocrates, le candidat de l'opposition? Je n'en sais rien du tout, encore que là, il va falloir qu'il fusionne officiellement avec les démocrates. Si son parti existe. Si son parti existe, bien sûr. Et donc, je crois que c'est déjà courageux de sa part, un peu comme notre ami Bertin Corvi. Lui, il est candidat à la candidature. Il est candidat à la candidature, qui est sérieux dans son affaire, comme le dirait l'autre. Et donc, Daniel Eda, c'est quelqu'un que nous avions côtoyé et il est resté égal à lui-même. Il a toujours essayé et je crois que quand il tombe, il se relève et c'est déjà ça être un homme, c'est déjà ça être un politique. On a vu des gens il est en train d'écrire son histoire politique de ce pays. On l'a vu en 2021, on l'a vu en 2016 quand le président Talon devrait venir avec l'autre aussi, peut-être qui est en train de s'apprêter pour revenir au pays. Et je ne sais pas, vous le connaissez certainement, Ladislas Agbessi, voilà encore un autre, le Sud-Africain, le béninois, bon, vivant. Bien sûr. Comme Daniel Eda, il vivait aussi en Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas, mais je crois qu'il fait un peu la navette entre l'Afrique du Sud. C'est des jeunes sur qui on devrait porter nos valeurs. Mais malheureusement, nous sommes dans un système aujourd'hui où ce n'est pas forcément ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de vrai et qui se fait dans l'arène politique. Mais non, en tout cas, moi, personnellement, je lui souhaite bon vent, pourvu que cette déclaration ou son exposé puisse avoir un écho favorable et qu'il puisse être coopté par un de ces courants afin que ces idéaux puissent porter ses fruits. Moïse Soudé, Daniel Eda. Vous savez ce qui est bien en politique, quand on parle des choses sérieuses et que on a la même grave, il y a des personnes qui viennent détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère. Mais il est très sérieux dans ce qu'il dit. Oui, écoutez. Il est dans la posture de chef de l'État, vous l'avez pas vu. Il est membre du cadre de concertation de l'opposition. A-t-il concerté ses autres collègues de l'opposition avant de faire sa déclaration de candidature? Et la déclaration a été faite. Est-ce qu'il s'est déclaré opposant au système? Deuxième chose, par rapport à la loi. On a dit, vous allez parrainer le candidat à vous diriger par votre parti politique. Oui. Il faut un certain nombre de réalités. On ne peut pas lui donner le droit de dire qu'il sera candidat. C'est une évidence. Tout le monde peut le faire. On se rappelle à Jovi. Il faut maintenant remplir les conditions pour être candidat. Vous pouvez exprimer votre intention que vous voulez être candidat. On ne peut pas vous en vouloir pour ça. Mais dans la réalité des faits, est-ce que vous pouvez avoir les bébés parrainages? C'est le nœud du problème. Le nœud du problème parce que, je crois qu'on avait dit qu'il faut corser la loi pour éviter les candidatures fantaisistes. Est-ce qu'on a réglé le problème? C'est-à-dire que, on dit que le mouton a brûlé, tu demandes si sa barbe est encore là. Non, je dis non. Parlons de choses sérieuses. Voilà ce qu'on reproche à ces gens-là. Pourquoi vous ne pouvez pas vous associer aux autres pour faire avancer le pays et chacun pense qu'il est la personne la mieux placée pour diriger le pays? Est-ce que c'est pas une façon pour lui de jeter la boutade? Bon, on verra bien, parce que moi je dis une chose, il ne faut pas émietter. Alors, Alpha, pourquoi pensez-vous qu'il ne peut pas être candidat? Pourquoi? À cause de la loi. Je n'ai pas dit qu'il va être candidat. La loi il peut exprimer son intention d'être candidat. Est-ce qu'il va remplir les conditions? Est-ce qu'il tend la main au détenteur de parrainage? Les autres, ils ont 8, ils ont juste quoi? Peut-être au BR aussi. Ils ont 8, peut-être il va négocier avec FCBE pour avoir les 6, mais d'accord. Mais ce n'est pas là la réalité. On dit, tout à l'heure, nous avons dit que dans la mouvance, ça chauffe. C'est-à-dire que ça chauffe. Eux-mêmes, ils ne savent pas qui va... Voilà un candidat. Non, c'est sérieux. Voilà un candidat. S'ils ont des difficultés à choisir. Le Bénin a besoin d'évoluer.
Le Bénin a besoin d'évoluer. Le Bénin a besoin... Je pense qu'il faut qu'on le retrouve, hein, Daniel Le Eda. Bénin a besoin d'évoluer. Le Bénin Bénin a besoin de personnes sérieuses pour continuer les choses. Ah, vous pensez que Daniel Eda n'est Moi, pas sérieux? Richard Boni n'était pas sérieux. Moi, il a atterri où? Ah ben, il a gaffé. Il a atterri où? Il a gaffé. Richard Boni, Il a gaffé. Il a atterri où? notre ami. Vous savez, quand le moment va arriver, chacun va pouvoir justifier là où il a trouvé l'argent pour faire tout ce qu'il est en train de faire. Moi, je ne suis pas homme politique. Moi, je ne veux pas être candidat. Donc, si vous amassez de l'argent et qu'on connaît vos revenus, vous allez expliquer devant les instances reconnues pour la source de votre revenu. Parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont des entreprises en France, on est allé vérifier en France, ils n'avaient rien. Donc, il faudrait que les gens se disent... Ah oui, ça il faut le savoir. Il y a des candidats N'est pas qui ont dit qu'ils candidat. ont des entreprises. Qui veut, mais qui Mais peut. qui peut. Alors, donc, vous considérez, pour Landry, Daniel Eda, c'est bien un candidat comme tout autre, mais avec des difficultés pour décrocher le parrainage, certainement qu'il a peut-être... Au vu de la loi, il a forcément des difficultés, mais dans le fond, ce n'est pas quelqu'un qui vient, c'est pas un parvenu en politique, même s'il n'a pas occupé des fonctions, des postes de responsabilité dans le pays. Il a participé à l'animation de la vie. On l'a vu, on a vu son engagement en 2015. Excusez que je vous le dise, j'étais un peu proche de lui en 2015. J'y croyais qu'il pouvait faire quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je ne suis pas en train de venir défendre la chapelle de mais c'est que ça se peut Mais pas. je dis, dans la démarche, il a, Alors, si j'ai dit quelque chose, il n'est pas aussi toqué pour ne pas comprendre que ce qu'il a dit, il y a des états qui doivent passer pour atteindre ces objectifs. Et qu'il est peut-être dans des négociations, qui sait? J'en sais rien du tout, puisque moi, je n'ai plus de contact franc avec lui depuis quelques années. Et donc, s'il a dit, c'est qu'il a certainement... pourquoi pensez-vous que, excusez-moi de le dire comme ça, professeur Djogbenou peut être candidat et que Daniel Eda ne peut pas être candidat? C'est vrai comme qu'il y a la loi qui est là, mais au vu de tout ce que nous sommes en train de dire, je le dis souvent, en politique, il n'y a pas de guerre à l'infini. Encore qu'ils ont parlé des alliances. Hein. De fusion, des alliances, de fusion. Et pourquoi ne serait-il pas candidat des démocrates? C'est bien. Pourquoi pas du BR, de l'UPR? Même de l'UPR. Parce que le chef de l'État peut dire, bon, lui, s'il n'est pas là, s'il peut faire, venez. Il n'est pas du clan, du chef de l'État, non? Vous êtes sérieux, donc vous voulez dire que le BR va donner ce verrouille parrainage à quelqu'un qui n'est pas... Vous avez été tous convaincus sur ce plateau que nous avons des difficultés à choisir un candidat au sein de l'UPR. Voilà un candidat. Je dis et je répète, les gens ne vont pas dans les partis politiques pour les causes de quelqu'un. Les gens vont pour conquérir le pouvoir. Il y a des gens qui ont mis leur temps, leurs moyens au service du parti. Et ils attendent les retours sur investissement. Absolument. Et vous allez les dire maintenant. Mais lorsque... Vous allez les dire de... Oui, Moïse. Écoutez, moi je vous ramène au propos du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État dit que celui qui va venir ne sera pas de son clan, ni de Sao Paulo, de Paul de lui, là, ne continue pas au critère de ce que le chef de l'État dit. Le président Talon est suffisamment sérieux pour ne pas faire ça. Voilà. Pour ne pas choisir on va avancer. Et puis là, on avait parlé sur ce plateau de l'ambassadeur du Bénin près la République du Niger, à Goncan. Finalement, la nouvelle est tombée hier. Il est parti. C'était prévisible. Pour moi, c'était prévisible, ça a même trop duré. Oui, parce que lorsqu'on voit avec quel courroux il a été rappelé au pays. Rappelé à l'ordre. Hein. Rappelé à l'ordre, oui. Naturellement, je m'attendais à ce que les jours qui suivent, les jours qui vont suivre puissent célébrer ce requiem-là. Bon. On a attendu tout le temps peut-être de vérifier les tenants et les aboutissants de cette déclaration à Gaïa. Mais bon, connaissant l'homme que nous avions tous côtoyé ici, il ne devrait pas en faire une histoire. Hein. Il va continuer son chemin naturellement. Et il a encore beaucoup d'autres choses à faire pour ce pays. Donc, pour moi, ce n'est pas, excusez-moi du peu, ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose qui va agiter la République quand a été démis de ses fonctions. Bon, bref, la vie continue, la République va continuer à tourner. Et on trouvera peut-être que ce sera Alphonse Moïse Soudé qui prendra sa place. C'est vrai qu'on a vu le ministre. Il s'y connaît bien en matière de diplomatie. Il sera du côté de Niger.
Et vous aussi d'ailleurs, puisque vous êtes Nigérien. Je le dis comme ça. On a vu le ministre des Affaires étrangères opiner sur cette question, que le Niger n'a pas de leçon de diplomatie à donner à personne. À personne. Au départ, vous savez, sur quels critères on nomme les gens ambassadeurs? Bon, ça c'est la Nous grande avons nos amis, nos jeunes frères, nos parents qui ont appris ça, qui sont des diplomates de travail. Qu'est-ce que les hommes politiques vont foutre dans les ambassades? Nommer les diplomates pour faire le travail. Parce que le langage de l'homme politique n'est pas le langage de l'homme diplomate. Il s'est trompé de plateau. Très bien. Et le porte-parole du gouvernement a été clair. Le Bénin n'est coupable de rien pour demander pardon au Niger. Est-ce que lui, avant de tenir ce discours, il se croyait devant ses militants pour représenter un État? Pour représenter un État, tout ce que vous dites engage votre État. Là, nous n'allons pas faire de la complaisance. Non. Nous sommes dans les règles protocolaires. Quand vous allez, on vous nomme ambassadeur, c'est que vous êtes le représentant de votre pays. Oui. Vous représentez le chef de l'État. Donc, tout ce que vous dites engage la République. Donc, je dis, Monsieur le Président, il faut savoir qui nommer comme ambassadeur désormais. Ce n'est pas des hommes politiques. Il y a des gens qui sont allés s'asseoir sur les bancs de l'université pour apprendre ça. Il y a des diplomates et que l'on a abandonné au ministère des Affaires étrangères qui en un temps ont réclamé pour dire la diplomatie aux diplomates. OK. Oui, je vous donne juste un exemple palpable. Celui-là qui est aujourd'hui le protocole du chef de l'État, c'est un diplomate. Il a fait l'ENA, vous le connaissez, Capo Gabin. Il y a suffisamment de diplomates. Je dis, il ne faut plus promouvoir les hommes politiques à des postes diplomatiques. Parce que c'est une responsabilité. Moi, j'ai même cru. Les gens m'ont dit, voilà un courageux qui a parlé. Et on l'a limogé. Non. Je suis, peut-être il est courageux, mais est-ce qu'il a respecté les règles diplomatiques? Moi, j'ai même cru un instant, Moïse, qu'il avait reçu l'onction de la diplomatie du chef de l'État. Au lendemain de la déclaration. Non, je n'ai pas. Le jour quand il disait, j'ai suivi ça, je l'ai suivi même sur une chaîne nigérienne. Vous tombiez de l'une. J'ai dit, voilà maintenant, nous sortons. De cet engrenage-là, parce que certainement le chef d'État, mais après j'ai compris qu'il a pris sur lui devant lui la responsabilité d'engager toute une république. Quand un représentant parle comme ça met à mal le pays. Ça veut dire la suite des négociations. On dit il y a des gens qui savent très bien que le Bénin est fautif, est coupable, mais ces autorités refusent de reconnaître. Le principe, c'est pas ça, ne se fait pas comme ça. Vous n'êtes pas devant vos militants, ou vous n'êtes pas devant vos fils ou vos petits-fils quand vous voulez parler. C'est comme le pape. Si le pape aujourd'hui se met à parler, ce qu'il dit engage toute l'Église catholique. Donc, on dit, le pape ne parle pas ex nihilo. Tout ce qu'il dit, c'est écrit. Même ses évêques en mission. C'est écrit. Donc, il faudrait que les personnes qu'on doit nommer diplomates désormais à des postes de responsabilité, qu'on puisse leur dire ce que c'est que la diplomatie. Et par conséquent, moi, je demande que les diplomates soient promus et que les hommes politiques s'occupent de la politique. Voilà. Élection générale de 2026, les lignes bougent. Votre mot de fin, Landry? Ce fut un plaisir. On se reverra très, très bientôt. On aurait souhaité que les lignes bougent davantage. Les lignes doivent bouger. Les lignes doivent bouger parce qu'il ne faut pas que quelqu'un sorte de je ne sais où pour venir diriger le Bénin. Il faut qu'on sache en réalité qui veut présider. Prenez au sérieux la candidature de Daniel Eda. Et vous allez comprendre que c'est l'homme providentiel. Je ne sais pas si Landry a des acquaintances avec Daniel Eda, mais moi je suis béninois. Nous l'invitons sur ce plateau, pourquoi pas? Ce qui fait marrer certains béninois, vous les avez vu maintenant, ils vont peut-être pointer leur nez. Et au lendemain des élections, ils vont disparaître. Bon, lui, je sais que Daniel Eda, il a fait des rencontres à l'international, au Gabon, ainsi de suite. Mais ce n'est pas les Gabonais qui vont diriger le Bénin. Tout se passe au Bénin. Tout se passe. De quelle manière a-t-on marqué les Béninois? Parce que quand on veut vous confier le pouvoir, c'est comme vous avez dit, il y a SCC, une responsabilité. Moi, je dis, si moi je devais faire la loi, il faut démontrer qu'il a été responsable de classe, il a été responsable de l'université, il a été responsable, il a occupé des postes de responsabilité avant de devenir président de la République. Voilà, Daniel Eda, on salue son courage, mais il y a encore du travail à faire. Hein, et on espère que son numéro sera ouvert désormais, parce que là, depuis qu'il a fait la déclaration, c'est difficile de joindre le numéro qu'on lui connaissait.
D'autres candidatures vont s'annoncer certainement les jours qui viennent, mais on comprend aisément qu'au niveau de l'UPR, la mission sera difficile, très difficile d'ailleurs, pour le choix du candidat pour diriger, donc pour conduire la période électorale, pour conduire donc le processus électoral, pour être candidat, n'est-ce pas, aux élections présidentielles de 2026. On espère également qu'au niveau du BR, ce silence béant que nous constatons n'est pas le signe d'un malaise à l'intérieur du parti, mais le signe d'une sérénité qui va nous sortir certainement un candidat. De l'autre côté, les démocrates continuent de garder le suspense. On attend de voir qui sera le duo présidentiel au niveau des démocrates. Élection présidentielle de 2026, les lignes bougent, mais les lignes doivent davantage bouger pour le bonheur du peuple béninois. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.